Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, tandis que, hélas, le Proche-Orient s'embrase avec des conséquences potentiellement redoutables, nous allons, l'espace d'une heure et demie, faire un bond de plus de 150 ans dans le passé pour traiter du conflit franco-prussien de 1870, dont les commémorations ont été très discrètes il y a 5 ans en période de Covid. Mais cet entretien que nous allons mener avec l'historien Sylvain Ferreira, que Axel, bonjour Axel. Bonjour Philippe. Va nous présenter. Cet entretien, disais-je, nous allons le conduire avec le souci de faire ressortir les enseignements pérennes d'épisodes qui nous semblent lointains. Aussi, avant cette présentation, je voulais rappeler que ces jours de combat de l'été 70, en Alsace, en Lorraine et dans les Ardennes, où Napoléon III capitule le 2 septembre 1870, ne peuvent se comprendre qu'en remettant tout cela dans la longue perspective de l'histoire. Et, pour le cas qui nous intéresse, rappelons l'ascension de la Prusse dans le concert européen à partir de la transformation de l'électorat de Brandebourg en royaume, en 1701, l'ascension de ce royaume due notamment à l'action initiale de Frédéric Guillaume, le roi sergent de son fils Frédéric II. Ensuite, la prise de conscience après la défaite de Iéna en 1806 d'une identité germanique avec le grand discours de Fichte à la nation en 1807. Et puis, les traités de 1815 qui vont clore l'épopée napoléonienne par une catastrophe stratégique. La Prusse devient, avec ces traités, voisine de la France, avec tout ce que cela emporte de conséquences jusqu'en 1940. Cet essai de perspective ayant été fait, mon cher Axel, je me tourne vers vous pour que vous nous présentiez notre invité du jour, Sylvain Ferreira. Voilà, Sylvain Ferreira, vous êtes historien et essayiste français. Vous êtes titulaire d'un master en histoire et vous vous êtes spécialisé dans l'histoire militaire, notamment l'évolution de l'art de la guerre de 1850 à 1945, c'est-à-dire la période allant de la guerre de Crimée à la Deuxième Guerre mondiale, avec un intérêt particulier pour l'émergence de l'art opératif. Sur ces sujets, vous avez publié de nombreux ouvrages et articles de référence, parmi lesquels, en 2025, La bataille des Ardennes, chez Lem édite. En 2018, L'inévitable défaite allemande, toujours chez Lem édite. En 2018 également, La campagne de Virginie de Grant, chez Economica. Avec là une référence plutôt à la guerre de sécession, à Civil War. Et en 2017, La Marne, une victoire opérationnelle chez Lem édite. Vous êtes également consultant pour des séries documentaires télévisées et vous intervenez ponctuellement dans les médias télévisuels pour commenter l'actualité militaire, géopolitique et stratégique avec une vision critique de l'atlantisme. Eh bien, mon cher Sylvain, encore merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Et pour entamer cette conversation, première question, quand on évoque la débâcle du Second Empire, août-septembre 1870, c'est le titre donc de votre ouvrage, eh bien, il faut évoquer ces causes proches et immédiates du conflit. Alors, j'ai tenté en quelques secondes de faire une esquisse qui enjambait presque 2 siècles d'histoire et qui montrait combien la Prusse avait pris sa place dans le concert européen. On connaît la dépêche d'Ems, on connaît peut-être un peu moins bien ce qui sous-tend l'opposition entre l'empereur Napoléon III et Bismarck à l'occasion de cette dépêche d'Ems. Mais donc voilà, je crois que pour nos auditeurs, ça serait très utile de repréciser ces causes proches et immédiates de ce conflit dont, personnellement, et pas que moi, on peut penser qu'il est la matrice, en fait, des 2 guerres mondiales qui vont lui succéder. Alors voilà, questions qui vous sont adressées directement, mon cher Sylvain. Quelles sont les causes proches et immédiates de ce conflit ? Bonjour messieurs, merci de m'inviter et de me donner la parole donc à l'occasion de la sortie de cet ouvrage aujourd'hui même.
En ce qui concerne les causes immédiates, on a une nouvelle affaire qui résonne avec la date de naissance du royaume de Prusse, 1701, puisque c'était à l'occasion de la guerre de succession d'Espagne. Et là, on se retrouve en 1868 avec une nouvelle crise de succession à la tête du trône espagnol, qui est une énième crise d'ailleurs au cours de cette période. L'Espagne a traversé des turbulences de guerre civile dans la première moitié du 19e siècle, ce qui a permis d'ailleurs à notre Légion étrangère de s'illustrer sur le théâtre européen à l'époque. Et donc, on a la nécessité de trouver un prétendant acceptable pour toutes les cours européennes, donc en 1868, et on va porter la candidature sur des gens qui doivent absolument pas appartenir à la lignée des Bourbons d'Espagne. Et on va avoir ni plus ni moins parmi les candidats potentiels que le cousin de Guillaume Ier, le roi de Prusse. Mais malheureusement, ça va bien évidemment faire grincer des dents un peu partout, et notamment en France, puisque ce serait l'annulation finalement de l'œuvre de Louis XIV, qui avait réussi par son mariage avec l'infante d'Espagne à séparer l'empire de Charles Quint, finalement, à détacher la partie germanique de la partie ibérique. Et donc là, voyant cette possibilité revenir, les Français vont très mal le prendre. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'au départ, Guillaume Ier va accepter les revendications françaises, mais Bismarck, lui, va y voir une occasion de poursuivre sa politique de long terme d'unification de l'Allemagne, qui ne s'est faite jusqu'alors que sous deux formes. D'abord, une forme douanière, avec la création du Zollverein à partir des années 1815 à 1850, qui est ni plus ni moins d'ailleurs que l'inspirateur, ce Zollverein, de toutes les méthodes qui ont permis à l'Union européenne de naître. J'invite nos auditeurs à faire des parallèles assez intéressants sur la construction du Zollverein allemand sous l'égide de la Prusse et puis la construction de l'Union européenne sous l'égide de l'Allemagne ces 60 dernières années. Il y a beaucoup de similitudes qui sont assez frappantes. Et donc l'autre manière, après l'union douanière, c'est la guerre. La guerre d'abord, qu'on oublie toujours, contre le Danemark. Ça, c'est un moment important de l'histoire qui a lieu quasiment à peu près au même moment que la seconde moitié de la guerre de sécession. Et puis ensuite, la guerre contre l'Autriche, puisque jusqu'à maintenant, dans l'espace germanique, le grand acteur, c'est la famille de Habsbourg et l'empire autrichien puis austro-hongrois. Et après la défaite assez spectaculaire de l'armée autrichienne, mais néanmoins tout à fait prévisible, à Sadova en 1866, il reste un autre acteur à convaincre pour réaliser cette union sous l'égide politique et pas simplement économique de la Prusse. C'est la France, en la contraignant à la guerre et, si possible, en profitant de cette guerre pour rattacher ce que les Allemands et les Prussiens considèrent comme étant des territoires d'empire, à savoir donc ce qu'on perdra à la fin de cette guerre, c'est-à-dire l'Alsace-Moselle. Et voilà, donc on va avoir ensuite un jeu diplomatique très subtil de la part de Bismarck pour, alors que la crise est désamorcée politiquement entre Napoléon III et Guillaume Ier, pour profiter d'une visite de notre ambassadeur auprès de Guillaume Ier à Ems, pour, au lieu de faire un compte-rendu qui soit honnête de cette réunion qui se déroule dans de bonnes conditions, Bismarck laisse entendre que notre ambassadeur aurait été renvoyé avec presque perte et fracas par le roi de Prusse, histoire d'exciter le taureau français. Et c'est ce qui va malheureusement se passer, c'est-à-dire que les Français vont tomber très facilement dans le panneau, si je puis dire, et ça va provoquer la guerre, c'est-à-dire que la France va très rapidement déclarer l'état de guerre à la Prusse autour de ce problème qui finalement n'en était pas un et qui montre toute la duplicité de Bismarck à l'œuvre, puisque duplicité autant à notre égard qu'à l'égard de son propre souverain. Alors, ce qui peut étonner l'auditeur, c'est que cette duplicité de Bismarck n'étonne pas l'administration française, que le ministère des Affaires étrangères, pourtant quand même, je l'imagine, bien renseigné, tombe
dans un tel panneau. N'y avait-il pas quand même du côté des Français la volonté d'en découdre avec la Prusse ? Il est clair que la position de la France à l'égard de cette candidature prussienne avait été chauffée à blanc avant cet incident et qu'effectivement, au moment où la dépêche est rendue publique, le peuple français, comme la diplomatie et comme une partie de l'armée, ne rêve que d'une chose, c'est de sauter sur la première occasion qu'on va lui présenter. On a eu pendant presque un an une montée de la mayonnaise anti-prussienne, puisque à l'époque, personne n'a oublié ce qui s'est passé avec le Danemark et l'Autriche. Et donc, tout le monde se dit, voilà, c'est le moment de mettre un frein à cette extension qui semble sans limite de l'hégémonie prussienne sur l'espace germanique. Et donc, on n'oublie pas de rappeler ce qui a été les grandes victoires de Napoléon Ier, notamment à Iéna, à Auerstadt, et puis plus près de nous, puisqu'on a fêté l'anniversaire samedi, Friedland. Donc voilà, on est dans une dynamique qui est favorable à cette guerre et qui fait que Bismarck sait qu'il joue sur du velours en provoquant les Français parce que ça va vraisemblablement fonctionner. Ils vont vraisemblablement très vite marcher. Et par ailleurs, le régime impérial étant soumis à des tensions internes qui vont se manifester ensuite une fois le conflit en cours, on voit bien que pour le régime, c'est aussi un moyen de se dire qu'on va rassembler le peuple français autour de la personne de l'empereur contre l'ennemi commun, contre le nouvel ennemi, alors pas héréditaire, mais presque, puisque les Prussiens remplacent dans l'imaginaire collectif la place qu'occupaient jusqu'alors, et depuis pourtant beaucoup plus longtemps, les Britanniques. Alors j'ai deux observations avant que nous évoquions l'état des forces en présence. La première, c'est que, certes, vous nous dites que le régime impérial était soumis à des tensions, le régime impérial français, mais il faut quand même noter que début mai de la même année, 1870, un plébiscite visant à modifier dans un sens libéral la Constitution et à acter aussi la succession de Napoléon III vers son fils, avait recueilli quand même 7,5 millions de voix contre 1,5 million, même si Paris s'était exprimé négativement. Donc il y avait quand même, semble-t-il, un appui au régime. La deuxième chose, vous parliez de l'ennemi héréditaire anglais. Ce qui peut surprendre dans la politique étrangère de Napoléon III, c'est que c'est l'absence de perception que finalement il y aurait eu grand intérêt à s'allier avec l'Autriche dans la suite du grand retournement d'alliance sous Louis XV à partir des années 1760. Mais certes, les affaires italiennes avaient opposé la France et l'Autriche. Voilà les deux observations que je voulais faire. Un apparent quand même soutien populaire et puis d'autre part peut-être un aveuglement de la diplomatie française vis-à-vis de l'intérêt que l'Autriche pouvait représenter pour contrebalancer une Prusse devenue trop puissante. Alors, en ce qui concerne l'adhésion au régime, il faut bien comprendre que le plébiscite va dans le sens, comme évoqué, d'une libéralisation du régime qui est attendue par beaucoup de gens, notamment une partie des gens qui seront à la tête de la Troisième République quelques mois plus tard. Donc on voit que cette adhésion, c'est pas au régime, c'est aux propositions favorables à cette caste-là du régime dans ce plébiscite. Et ça va se manifester, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais enfin, le 4 septembre, on verra, les masques tomberont très rapidement. Et puis, en ce qui concerne le régime lui-même, on va voir au cours de l'exercice du pouvoir pendant la campagne impériale tout un tas de contradictions entre la capacité de reconnaître à Napoléon III son titre de souverain et de commandant en chef, d'exécuter ses ordres ou non, de laisser la cour et l'impératrice gouverner. Très rapidement, la gestion
du mois d'août 1870 va montrer qu'à l'intérieur même du régime, et je ne parle pas là du soutien populaire, mais je parle du fonctionnement du gouvernement et de l'armée, il y a des contradictions qui sont très lourdes et qui étaient bien sûr en gestation avant le déclenchement du conflit. Ensuite, en ce qui concerne notre diplomatie avec l'Autriche, effectivement, parmi les choses qui nous ont aveuglés tant sur le plan politique et diplomatique que militaire, c'est les campagnes donc de Napoléon III, enfin la grande campagne de 1859 avec les victoires de Magenta et Solferino contre l'armée autrichienne, pour permettre à l'unité italienne de franchir un cap et un seuil qualitatif majeur pour la création de l'État italien qu'on connaît aujourd'hui. Donc on est resté malheureusement dans l'incapacité de dépasser une espèce de neutralité bienveillante, et puis surtout en 1866, quand l'Autriche est en guerre avec la Prusse, la France va rester extrêmement prudente, parce qu'une fois encore, il faut bien comprendre que depuis 1815, notre autonomie stratégique, elle est incomplète. Nous ne sommes plus tout seuls, maîtres à bord, hein, et d'ailleurs la guerre de Crimée l'a prouvé. Nous obéissons involontairement quelque part à ce que décide Londres. C'est-à-dire que nous entrons en guerre ou non en fonction de ce que fait Londres. Et Londres nous a laissé entrer en guerre en 1859 contre l'Autriche. Londres a laissé la Prusse s'en prendre au Danemark ou à l'Autriche en 1864 ou 1866. Et donc, on n'est plus dans un exercice souverain plein et entier dans ses affaires. Et donc, en 1866, la France hésite à venir soutenir l'Autriche parce que la situation, la position qui est prise par Londres est très éloignée. Elle regarde, elle attend de voir quelle tournure va prendre le conflit. Et donc, Napoléon III ne se sent pas en autonomie suffisante pour s'impliquer dans cette affaire, alors que c'est probablement ce qu'il aurait dû faire, ce qui aurait probablement arrêté l'expansionnisme prussien et qui nous aurait garanti le retour de l'alliance de Louis XV. Alors pour finir de brosser ce cadre européen, une question, Sylvain Ferreira, concernant l'attitude des grandes puissances lorsque ce conflit se dessine entre Français et Prussiens à l'été 70. Quelles sont les positions respectives de Londres, de Vienne et puis peut-être aussi de Moscou? Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement du continent à l'occasion de cette guerre, ou bien les grandes diplomaties, les chancelleries savent qu'au fond, il ne s'agira que d'un affrontement franco-prussien? On peut dire que globalement, tout le monde sait que ça va rester un affrontement franco-prussien. C'est-à-dire que les Autrichiens rendent l'appareil à la France. Hein. Vous n'êtes pas venus nous voir en 1866 pour essayer d'intervenir et de nous aider. Et nous, on va rester dans la même disposition cette fois-ci, ce qui est renforcé par la position que va prendre la Bavière, hein, puisque je rappelle, dans l'espace germanique, on a le royaume de Bavière qui est un royaume catholique, qui est proche historiquement des intérêts français, en tout cas au XVIIIe siècle, jusqu'au début du XIXe. Et la Bavière va adhérer assez massivement à l'idée que les Français sont les agresseurs, qu'il faut donc s'allier aux Prussiens et mettre une bonne raclée aux Français pour les punir de leur arrogance. Donc ça va encore moins inciter l'Autriche-Hongrie à s'impliquer dans cette affaire, et Londres va regarder, hein, parce que pour elle, il n'y a pas de menace qu'une des deux puissances l'emporte plus sur l'autre et lui dame le pion sur l'hégémon mondial, puisque là on ne parle même plus d'hégémon européen, mais d'hégémon mondial pour la Grande-Bretagne en 1870, même s'il y a déjà des signes de déclin. Voilà, Londres va regarder, et si par hasard devait y avoir quelque chose qui remette en cause la Pax Britannica, on peut imaginer que Londres serait intervenu. Mais au départ, personne n'imagine que ça peut être un embrasement mondial, comme ce sera le cas une quarantaine d'années plus tard avec la Première Guerre mondiale. Alors évidemment, l'Italie est assez éloignée des champs de bataille principaux, mais l'Italie, à laquelle on avait quand même rendu quelques services, va-t-elle bouger, va-t-elle exprimer au moins un soutien ou un appui à Paris?
Malheureusement non, puisqu'il y a un gros problème qui n'est pas réglé depuis justement 1860, 1850, 1860, c'est la situation des États pontificaux, dont Napoléon III s'est porté garant et que les Italiens, eux, veulent inclure dans l'unité italienne. On peut bien évidemment les comprendre. Et donc, cette épine-là va interdire à l'Italie d'entrer en guerre à nos côtés. Et d'ailleurs, les Italiens profiteront de l'effondrement du Second Empire pour régler son compte aux États pontificaux. Donc, voilà, là aussi, on n'a pas su préparer à l'avance une diplomatie subtile. On s'est isolé, on pourrait dire tout seul, un peu bêtement, en étant persuadé, parce que c'est ça qui permet de comprendre cette capacité à se replier un peu sur soi, c'est qu'on estime qu'on est les meilleurs. C'est-à-dire que l'armée française, l'armée impériale, est perçue comme étant la meilleure armée du monde à l'époque, à l'issue notamment de ce qui s'est passé à la fois en Crimée, à la fois en Italie, même s'il y a eu le revers mexicain, mais c'est très lointain, ça n'intéresse pas le public européen, et puis qu'on a réussi glorieusement à conquérir et à pacifier une partie de notre empire africain naissant. Axel, Donc, Axel a une question. Oui, Oui. S'agissant des autres grands acteurs potentiels, on évoquait, Philippe évoquait Moscou, enfin la Russie, mais on peut imaginer qu'après la guerre de Crimée, il y avait peu de chances d'avoir un soutien arrière qui pourrait prendre la Prusse à revers, comme la diplomatie française essaiera toujours d'organiser après cette guerre. Oui, c'est vrai, je n'ai pas répondu à cette question sur Moscou. Effectivement, vu comment la France s'était traînée au pied de l'Angleterre pour servir de bras armés déjà contre la Russie au cours de la guerre de Crimée, c'est certain que les derniers, plus encore que les Autrichiens qui allaient venir nous aider, c'était bien évidemment les Russes qui n'avaient pas du tout compris la duplicité de la France dans l'affaire de Crimée. Maintenant, comme je dis toujours à mes amis russes, vous n'avez pas compris 1812 et les volontés de Napoléon Ier, ne vous étonnez pas qu'ensuite il y ait eu des difficultés entre nous sur ces questions jusqu'à l'alliance franco-russe de la fin du siècle. Alors évidemment, vous dites alliance, et donc toujours pour la clarté de notre entretien, en 1870, on est loin de l'engrenage fatal de 1914 lié à un système d'alliance qui divisait l'Europe en deux, ce qui fait qu'on est vraiment dans un face-à-face franco-prussien où, du fait de cet isolement que vous évoquiez, la question du potentiel militaire, c'est-à-dire ce que j'appelais l'état des forces, les moyens dont on dispose, la doctrine qui régit ces moyens, l'organisation du commandement, les plans d'engagement, tout ça se fait dans un cadre, enfin, ne peut être analysé que dans un cadre strictement national, et donc j'en viens à notre deuxième partie de cet entretien. Cher Sylvain Ferreira, merci de nous brosser cet état des forces en mettant en avant les grands contrastes. Alors, on va commencer par la France. La France, donc, comme je viens de l'évoquer, se présente à la tête d'une armée qui est auréolée d'une gloire retrouvée, puisque ça a été un des chantiers de Napoléon III, c'est d'effacer, comme on le dit souvent, Waterloo, c'est de dire, voilà, l'armée française reste toujours à la hauteur de ce qu'elle a été sous Napoléon Ier, qu'elle est capable de vaincre des adversaires. Alors elle l'a fait donc en Crimée, elle l'a fait en Italie, elle a été capable quand même de porter la guerre jusque sur le continent américain au Mexique, en menaçant très longtemps les États-Unis. Ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, nous, ici. Mais quand moi, j'ai travaillé sur mon livre sur la campagne de Virginie du général Grant en 1864, avant de démarrer sa campagne, Grant se confie sur la menace que représente le corps expéditionnaire français au Mexique pour les intérêts des armées de l'Union. Il faut bien se rendre compte de ce que représente alors l'armée impériale dans la tête du monde entier. Alors c'est une armée qui, malgré tout ça, n'est pas aussi forte qu'elle en a l'air, et surtout qu'elle n'est pas aussi forte qu'elle veut le faire croire.
parce que en son sein, elle a notamment de graves défaillances en termes d'organisation de son commandement, en termes d'organisation et de formation de ses officiers. Hein, c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup travaillé du côté français. On s'est contenté de vivre sur des acquis et de vivre sur des réussites. Réussites qui, sur le terrain, ont souvent été emportées parce que les commentateurs de l'époque appelleront la furia francese, la furie française, hein, cette capacité de mener des opérations de choc, hein, en utilisant encore Et c'était une la expression baïonnette. qui avait caractérisé aussi les Français pendant les guerres d'Italie du XVIe siècle. La Oui, aussi, Furia c'est-à-dire que Francese. ça a été remis au goût du jour avec la campagne d'Italie de 1859. Et donc, les Français passent pour des gens qui sont bien évidemment courageux, donc avec un certain niveau de compétence, mais tout ça reste malheureusement en surface par rapport aux nécessités de la guerre moderne. Parce qu'il y a quelque chose qui, alors là, est commun aux deux armées, et à toutes les armées d'ailleurs en Europe, c'est la digestion de ce qui s'est passé pendant la guerre de sécession. C'est-à-dire que toutes les grandes leçons de stratégie, toutes les questions d'émergence de l'art opératif à ce moment-là ont été complètement passées sous silence, mises de côté. Hein, on a dit, voilà, nous, on est des professionnels Alors en Europe. quelques mots, Monsieur Ferreira, sur l'art opératif, parce que je crois qu'en particulier en France, c'est un terme qu'on utilise, mais sans vraiment le définir. Or vous en êtes un spécialiste. Donc, qu'est-ce que la guerre de sécession va apporter du point de vue de la compréhension, de la définition de ce concept? Avant que je laisse la parole à Axel, qui sur la guerre de sécession ne manquera pas d'intervenir. Mais voilà, sur l'art opératif et la guerre de sécession. Alors, la définition de l'art opératif, pendant longtemps, moi, j'ai filé la métaphore industrielle pour dire que pour faire tourner l'engrenage entre la stratégie qui définit les objectifs importants politiques d'une guerre et puis la tactique et le moyen de régler les combats, l'art opératif, c'était l'engrenage entre les deux qui permettait de maximiser les effets de la tactique au profit de l'objectif stratégique. Et alors, mon camarade Benoît Billan, qui a écrit le seul livre d'ailleurs en français qui est consacré à l'ensemble de l'histoire et de l'émergence de l'art opératif en français, lui file une autre métaphore qui a peut-être plus de résonance, qui est celle du cheval et du cavalier, c'est-à-dire que le cavalier, c'est le stratège, le cheval, c'est la tactique ou le tacticien, et le harnachement qui permet au cavalier de guider sa monture, c'est l'art opératif. Hein, c'est-à-dire que tout ce que vous allez utiliser en tant que stratège pour que la tactique serve vos intérêts, c'est l'art opératif. Et avec cet intérêt, à l'inverse de la mienne qui était industrielle, puisque l'époque se prête à l'émergence de toute l'industrialisation, l'intérêt de sa métaphore avec le cavalier, c'est que le cheval, qui est donc la tactique ou le tacticien, ne fait pas forcément exactement ce que lui demande le cavalier, même si le harnachement et le cavalier peuvent être très compétents, et c'est ce qu'on verra au cours de ce conflit, c'est-à-dire que alors l'art opératif n'est pas conceptualisé en tant que tel à l'époque, hein, puisqu'on peut considérer un art militaire ou un autre comme étant effectif à partir du moment où il a été conceptualisé par écrit. Et là, il faudra attendre les années 1920 et les penseurs soviétiques avec Alexandre Zvietchine en particulier. Mais on est dans les prémices puisque cet art opératif répond à l'explosion des moyens que les États ont à leur disposition pour mener la guerre. C'est-à-dire qu'autrefois, vous aviez un État qui avait une armée qui allait pouvoir mener peut-être une, deux, trois grandes batailles maximum, en essayant de telle sorte à en avoir au moins une qui soit soi-disant décisive et qui permette le règlement politique de la question. À l'époque, on voit que toutes ces notions-là sont en train d'exploser, et notamment la guerre de sécession va nous montrer qu'on ne peut plus régler un conflit avec une ou deux grandes batailles décisives et qu'il va falloir passer à autre chose. Et en 1864, le général Grant, un peu comme Monsieur Jourdain, va faire de l'art opératif sans le savoir, en menant sa campagne, pas seulement en Virginie, mais dans son déploiement global sur tout le territoire américain, jusque de l'autre côté du Mississippi au Texas.
Et donc, et c'est ça qui est très intéressant chez les Américains, c'est toujours pareil, ils font quelque chose sans le savoir, et une fois que c'est terminé, même si ça a porté ses fruits, ils l'oublient. Puisque pour eux, une fois que la guerre est terminée, bon, ben, ma foi, on passe à autre chose. Et donc, c'est pour ça qu'ils l'ont oublié. Et les premiers qui vont écrire sur toutes ces questions-là de la guerre de sécession, non pas sur les aspects techniques, les nouvelles armes, etc., ça, on va le faire en Europe, mais ceux qui vont écrire les premiers sur les réflexions théoriques de la campagne de Grant, ce sont les Russes en 1890 ou 92 de mémoire. Alors, Voilà. cette explication sur l'art opératif étant faite, revenons quand même sur les moyens pour essayer de donner toujours à nos auditeurs une idée des volumes. Quels sont les effectifs mis en cause, en sachant que d'un côté, on a une armée de métier, que de l'autre, depuis 1814, on a une Prusse qui fonctionne avec un service militaire. Donc voilà, du point de vue humain, quelles sont les masses en cause avant d'évoquer la question d'équipement et puis de l'organisation du commandement? Alors, disons que pour l'armée impériale française, on peut estimer qu'on va avoir un gros quart de million, 250 000 hommes environ, qui vont être mobilisables et mobilisés dans la première période du conflit. Du côté allemand, étant donné qu'on va avoir, alors vous l'avez bien compris, il y a l'armée prussienne elle-même qui est effectivement l'élément central, mais qui n'est pas le seul. Vous allez également avoir une armée supplémentaire qui est l'armée bavaroise. Vous allez avoir quelques États allemands qui vont aussi encore aligner leurs propres armées. Et donc, au total, les chiffres dont les Allemands disposent sont à peu près 2 fois ceux des Français. On arrive à 540 000 hommes mobilisables et mobilisés sur la période du côté prussien et allemand dans son ensemble, avec la grande différence en termes de gestion de ces effectifs, c'est que toute la mobilisation, toute la mise en avant et concentration des unités militaires se fait d'une manière qui a été réglée comme une horloge par l'état-major allemand, ce qui est loin d'être le cas du côté français. On va avoir un désordre monumental. Tout le monde a compris à l'époque que le train était l'outil de mobilisation par excellence, rapide, efficace, permettant des projections de force sur de longues distances. Les Prussiens ont réglé ça vraiment comme des métronomes, alors que du côté français, ce sera beaucoup plus chaotique, ce qui fait que ça va permettre aux Allemands de démultiplier encore leur supériorité numérique. Axel? Oui, s'agissant des hommes, de ceux qui vont combattre, est-ce qu'on peut évaluer quel est le niveau des forces morales d'un côté et de l'autre? Est-ce que ils y vont de manière conquérante ou au contraire ils y vont parce qu'il faut y aller? Enfin, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur les forces morales de chacun des deux parties? Alors, les forces morales, c'est donc du côté français, vu qu'on a été chauffé à blanc, comme je l'ai expliqué dans l'introduction, cette idée qu'il y avait eu ce camouflet diplomatique orchestré par Bismarck avec la dépêche d'Ems, on est vraiment, c'est pas on part la fleur au fusil, mais on est là, on est sûr de soi, on veut laver l'affront, on est sûr de soi parce que, comme je viens de l'expliquer, on est présenté comme étant la meilleure armée du monde à l'époque. Je me permets d'ailleurs une petite incise par rapport à la guerre de sécession. En septembre 1870, le temps que les nouvelles traversent l'Atlantique, le général Lee, qui est en train de vivre ses derniers jours, va être complètement stupéfait de découvrir les défaites de l'armée impériale française, parce que pour lui, ça restait le nec plus ultra de ce qui se faisait dans les armées modernes. Et du côté allemand, c'est pareil, on se dit, mais qui sont ces Français arrogants qui osent nous déclarer la guerre alors qu'on n'a rien à se reprocher, on réveille les antagonismes anciens hérités du Premier Empire, Iéna, etc. On n'oublie pas de mettre en avant aussi tout ce qui s'était passé en 1813, où il y avait une légère levée en masse du côté prussien pour mobiliser la population contre les Français de Napoléon Ier. Donc globalement, on peut dire que les deux armées sont gonflées à bloc pour que le combattant de base soit motivé pour aller à la guerre. Maintenant, les conditions dans lesquelles il monte en ligne, comme on dit,
ne sont pas du tout les mêmes. Et du côté français, ça va participer à la démoralisation croissante au cours du mois d'août. On va voir que le chaos va, lui, provoquer une démoralisation de pas mal de combattants qui vont constater que finalement, l'armée et le pays ne sont pas aussi près qu'annoncé. Alors pour ce qui concerne le chaos, je voulais ajouter deux choses. La première, c'est que souvent, un régiment qui était stationné à tel ou tel endroit en France avait des réservistes, mais qui pouvaient habiter très très loin. Et donc, l'acheminement des réservistes vers le régiment d'actifs était compliqué, rien que par la distance. Puis la deuxième chose, c'est que le système ferroviaire français avait été conçu dans la grande tradition française comme très centralisé, une toile d'araignée autour de Paris. Et donc, les mouvements ferroviaires, qu'on appelle les rocades en termes militaires, étaient rendus très difficiles par l'absence même de chemins de fer, ou peu nombreux, sur une direction ouest-est. Et donc, cette centralisation n'a pas joué en faveur de la logistique française. Donc, vous nous avez évalué les moyens, mais ces moyens sont organisés autour d'un commandement, lequel commandement est régi par une doctrine. Donc, deux questions. Quelle est l'organisation du commandement ? Vous allez nous dire deux mots du Grand Molk et peut-être nous l'opposer à un commandement français absent. Est-ce qu'il y a un grand état-major en France comparable à celui des Allemands ? Et puis, la deuxième chose, quelles doctrines, au pluriel, sont mises en œuvre par ces deux commandements, si le commandement français existe? Alors, dans les deux armées, on a ce qu'on appelle des grands états-majors, hein, qui sont là pour gérer l'ensemble des opérations à l'échelle de tout le pays. La particularité du grand état-major allemand, c'est que c'est probablement à l'époque le meilleur outil de commandement qu'on a pu mettre en place au 19e siècle. Hein. On peut le considérer comme étant même supérieur, largement supérieur à la structure de commandement de la Grande Armée de Napoléon, parce qu'on y trouve des officiers qui sont formés à ces tâches spécifiques que sont les tâches d'état-major. C'est-à-dire qu'avec l'explosion des effectifs et avec l'étendue des armées qui ne sont plus là pour se confronter que sur un théâtre d'opération avec quelques centaines de kilomètres ou ce genre de choses, mais où là on peut avoir donc je l'ai dit, hein, de face à face, on va avoir 250 000 contre 500 000 hommes environ qui vont se faire face sur la frontière franco-allemande. Il faut des capacités de gestion qui sont démultipliées. Et les Prussiens ont été capables, et ça c'est sous l'impact de leur défaite de Jena, Auerstadt et Friedland, de les mettre en œuvre, hein, avec cette création du grand état-major modernisé, de telle sorte à ce qu'on ait des officiers qui ne soient pas des gens qui ont embrassé la carrière militaire uniquement pour la gloire des armes, pour la gloire de commander au feu, mais aussi qui sont des étudiants de la guerre, hein, parce que ça c'est très important et c'est une nouvelle forme d'officier qui va apparaître dans les armées modernes. Et d'ailleurs, on peut considérer que aujourd'hui, ça nous fait toujours défaut à nous en Occident, hein, puisqu'on a toujours des gens qui dédaignent le côté, je dirais, intellectuel de la guerre et qui s'attache toujours en priorité aux affaires de commandement au feu et qui y voit la quintessence de la guerre. Oui, ça c'était le cas il y a peut-être encore 500 ans, mais aujourd'hui c'est terminé. Il faut toujours des lieutenants et des chefs de section, mais il faut d'abord des colonels d'état-major pour pouvoir orchestrer tout ça. Et le problème, c'est que pour être un colonel d'état-major, il faut être quelqu'un qui pense, qui soit instruit et qui ait des bases intellectuelles pour penser la guerre. Et ça, les Prussiens sont très en avance sur les autres, hein. C'est quelque chose qu'ils ont voulu vraiment mettre en place sous la férule de Moltke, hein, qui a été vraiment le grand réformateur de l'armée prussienne, qui a été capable de faire passer ce message-là dans tous les rouages de l'armée et qui a été capable aussi d'inspirer ce que font les États allemands ralliés à la cause prussienne. Donc nous, de notre côté,
en France, des officiers qui veulent réfléchir, des officiers qui veulent s'intéresser aux travaux d'état-major, qui veulent passer du temps à avoir des lectures ou ce genre de choses, c'est quasiment des exceptions. Hein, on n'en a pas. Alors, on a un grand état-major nominatif, mais en termes de capacité à faire quelque chose de comparable avec les Allemands, enfin surtout les Prussiens, on est tout à fait en dessous. Et il faut constater d'ailleurs qu'il y a des armées, je le disais, hein, qui aujourd'hui encore sont impactées par ça et qui l'ont été pendant très longtemps, parce que quand on vous dit qu'il va falloir devenir officier d'état-major, quand vous embrassez la carrière des armes pour être officier, c'est pas vraiment ça qui vous donne de l'allant. Alors malheureusement, du côté français, ça, on pourrait revenir déjà aux phrases qui seront prononcées 40 ans plus tard. C'est que du coup, on va avoir des lions qui sont commandés par des ânes quelque part, parce qu'on a des officiers qui pensent toujours la guerre de manière un peu napoléonienne, à la Ney hein, ou à la Murat, tous ces officiers qui se sont illustrés en mettant leur poitrine face au feu adverse. C'est plus ce qu'on attend d'un officier général à l'époque. Et du côté prussien, il en restera, on en parlera tout à l'heure, mais beaucoup moins parce qu'on a quand même des gens qui essayent de réfléchir. Alors après, sur la doctrine, sur le terrain... Attendez, sur le commandement, Sylvain, Oui, vous nous confirmez que à l'été 70, la France n'est pas dotée d'une structure centrale d'officiers d'état-major qui vont piloter les opérations et la logistique. Et ce, préparé dès le temps de paix, à la différence des Allemands. C'est-à-dire qu'on va mettre en place, on pourrait dire de façon un peu triviale, de façon de bric et de broc, sous les ordres de Napoléon III, et j'ai une question d'une lectrice que je vais vous poser après, mais sous le commandement ou la direction de l'empereur, on n'a pas en dessous de lui des officiers spécialisés qui se sont préparés depuis longtemps pour conduire des opérations qui engloberaient plusieurs centaines de milliers d'hommes et pour les soutenir, c'est-à-dire avec toute la dimension logistique. Il n'existe pas ça en juillet 70 en France. en fait, nominativement, on a ce qu'on appelle l'état-major général en France, qui est constitué des maréchaux et des officiers généraux qui vont avoir des responsabilités jusqu'au niveau du corps d'armée. Et c'est tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas toute une, j'emploie ce terme-là, Voilà. toute une armée d'officiers du rang, on va dire, de commandant jusqu'à colonel, qui vont être là pour servir de rouage entre cet état-major général et les unités sur le terrain. Voilà, pour être encore plus clair, et dans la suite de ce que vous avez dit, Sylvain, sur la guerre de sécession et de ce qu'a dit Axel sur cette même guerre, dans cette deuxième tiers du 19e siècle, alors qu'on avait observé quand même d'assez près cette première guerre à dimension industrielle qu'était la guerre de sécession, on n'en a pas tiré les conséquences en France pour être capable de gérer, de commander et de faire vaincre une armée qui commençait à acquérir cette dimension industrielle, tant du point de vue de l'équipement que de la consommation de munitions ou de son déplacement par voie ferrée. On a un vrai temps de retard. On a un vrai temps de retard parce que on n'a pas finalement les hommes idoines pour remplir ces missions-là. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre pendant la guerre de sécession, et j'en profite pour saluer le colonel Porte qui était un transmetteur. Et qui a salué votre ouvrage. Voilà, et qui a salué mon ouvrage. L'une des grandes nouveautés de la gestion d'un état-major pendant la guerre de sécession, c'est les transmissions. C'est-à-dire que quand on étudie une bataille de la fin de la guerre de sécession, on voit un nombre d'échanges de télégrammes qui est absolument colossal pour l'époque. Et il faut des hommes, tout simplement, pour les gérer, parce qu'il n'y a pas l'IA, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas tout ça. Il vous faut des estafettes, il vous faut des gens qui sont à l'état-major, qui vont ensuite redistribuer sur le terrain, parce que les systèmes, par exemple, télégraphiques s'arrêtent au niveau des généraux de corps d'armée pendant la guerre de sécession. Mais donc, il vous faut des structures avec des officiers qui ne font que ça. Parce qu'il y a un volume de messages à traiter qui est
extrêmement important. Alors je vous interromps quelques secondes pour un petit Oui. bobino que Jocelyn va nous envoyer. Ah, pas de problème. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Défense, qui a le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Sylvain Ferreira, historien, auteur à l'Em édite de la débâcle du Second Empire, août-septembre 70. Et nous en étions à ce milieu d'émission où nous évoquions ce contraste entre un haut commandement allemand organisé et adapté aux conditions de la guerre qui se dessinait, à un haut commandement français inexistant, inorganisé. Et donc, ce haut commandement, mon cher Sylvain, ou ces hauts commandements, quelles doctrines ou quels embryons de doctrine vont-ils mettre en œuvre? Est-ce qu'il y a, d'une part, une doctrine française d'emploi des forces, et puis d'autre part, du côté prussien, avec cet état-major, avec une doctrine certainement développée depuis longtemps, eh bien, de quoi vraiment s'agit-il du côté de Berlin et de ses alliés? Est-ce qu'il y a une pensée de la guerre? Oui, alors chez les Allemands, à travers le grand état-major, on a la volonté de se préparer à un maximum d'éventualités, je ne vais pas dire toutes parce que ce n'est pas possible, à travers notamment des exercices d'état-major qui prennent différentes formes. Et la plus connue, c'est le Kriegspiel, hein, c'est-à-dire c'est les jeux de guerre qui donneront plus tard au XXe siècle les wargames pour les civils, c'est-à-dire où on fait travailler sur des hypothèses particulières les officiers d'état-major pour qu'ils puissent, eh bien, tout simplement, voir comment fonctionne un état-major, pas en conditions réelles, mais pas loin, puisque des fois c'est accouplé avec des manœuvres sur le terrain, mais pas obligatoirement, hein. Le Kriegspiel est surtout fait au départ pour faire travailler les officiers d'état-major en période hivernale, quand on ne peut pas justement mener de grandes manœuvres sur le terrain, mais ça apprend à réfléchir, à réagir dans les conditions les plus proches de celles de la guerre. Donc, ça permet, une fois qu'on est sur le terrain, d'acquérir, comme un sportif, des automatismes qui accélèrent la capacité de réaction en fonction du développement des situations. Donc ça, c'est le grand avantage que vont avoir les Prussiens et les Allemands pendant la campagne, parce qu'ils ont un outil qui est globalement bien plus efficace, bien plus huilé, et qui sait où il met les pieds. Il n'y a pas de découverte, alors que l'état-major général de l'armée française, de l'armée impériale, voilà, on a dit, c'est des officiers généraux, des maréchaux, qui sont restés finalement à ce qu'était le commandement de Napoléon Ier avec la Grande Armée. Alors c'était efficace pendant l'épopée impériale, mais ça ne l'est plus pour répondre aux nécessités dans lesquelles la guerre moderne nous plonge à ce moment-là. Alors paradoxalement, en termes de doctrine sur la tactique, sur le théâtre même des combats, là, il n'y a pas beaucoup d'évolution malgré la guerre de sécession. Hein, c'est ça qui est assez remarquable, parce qu'on a pourtant pris en compte pas mal de données techniques sur les armements, la capacité qui a été développée pendant la guerre de sécession de faire des tirs indirects avec l'artillerie, de campagne, je précise, hein, pas seulement l'artillerie de siège, grâce aux ballons d'observation ou ce genre d'équipement. On va rester dans des chocs assez frontaux, hérités du Premier Empire, et qui vont donc du coup s'avérer très meurtriers parce que les armements, eux, ont évolué, et que les Français, notamment, disposent du meilleur fusil de l'époque, hein, le chassepot, qui va faire des ravages dans les rangs de l'armée prussienne, qui va continuer d'attaquer comme on attaquait à l'époque de Napoléon, avec des colonnes d'assaut, etc., qui vont être écharpées par le feu de l'infanterie française. À côté de ça, on a un autre élément qui n'a pas du tout été pris en compte par rapport à la guerre de sécession, c'est l'emploi de la cavalerie. C'est-à-dire que les grandes charges de cavalerie napoléonienne de Murat ou La Salle, c'est terminé, hein, la guerre de sécession l'a montré. On est dans un autre usage de la cavalerie très intéressant, qui est le raid en profondeur, qui est la reconnaissance, qui est donc reconnaissance, éclairage du dispositif de l'adversaire. Les raids en profondeur, ils sont là surtout pour semer la zizanie sur les arrières de l'adversaire. Or, on continue d'entretenir dans les armées européennes des unités de cavalerie de choc, hein, de cavalerie lourde, et notamment les fameux
cuirassiers qu'on va voir de part et d'autre, subir des pertes monumentales en août 1870. On nous parle toujours, nous Français, de la fameuse charge de Reichshoffen. Du côté allemand, on célèbre aussi le sacrifice de la charge de la mort de Van Bredow. Donc voilà, on a complètement occulté ce que les armes à feu, et notamment le fusil français, étaient capables de faire contre la cavalerie. C'est-à-dire que ça rendait inopérant son emploi dans le choc sur le champ de bataille. Et puis à côté, on a l'artillerie. Alors chez nous, Français, on a été assez intéressés par ce qui s'était passé avec les Gatling aux États-Unis. On y a ajouté les mitrailleuses. Sauf que leur doctrine d'emploi n'est pas adaptée. On va les disséminer sur le champ de bataille au lieu de les concentrer, alors que leur feu concentré aurait pu être là encore très dévastateur, surtout en défense. Et puis, alors côté français, on a de l'artillerie, mais avec des canons qui sont encore à chargement par la bouche et qui sont lisses. Il y en a certains qui sont avec une âme rayée, mais pas forcément tous. Et puis, vous avez en face l'artillerie Krupp qui commence à s'installer sur le champ de bataille avec des canons à chargement par la culasse et une capacité de cadence de tir très élevée, qui est censée préparer les assauts, comme ça a toujours été le cas, mais qui malgré tout va faillir dans certaines batailles, notamment à Saint-Privat, pour obtenir la décision, parce que les artilleurs sont obligés de se placer assez loin par rapport à la capacité de l'infanterie française à faire des feux efficaces avec les chasse-peaux. Donc on est sur quelque chose au niveau tactique qui finalement ressemble à du napoléonien, mais avec des armes modernisées et donc très létales. Alors lorsque cette campagne s'engage, du côté français, la mémoire a retenu les noms de Bazaine et sa capitulation à Metz, de MacMahon qui va devenir plus tard président de la République, avec l'armée dite de Châlons, et puis Napoléon III et sa reddition à Sedan qui nous rappelle qu'il était censé commander en chef. Mais donc quand la campagne s'engage, les armées françaises comment sont-elles organisées de façon à ce que nos auditeurs toujours puissent avoir une idée de la façon dont, sous Napoléon III, la grande articulation va se faire. Est-ce que l'empereur a vraiment la main sur quelques généraux? Est-ce que le commandement est décentralisé? Comment les armées françaises vont affronter les Prussiens et puis la Confédération germanique, plus largement, du point de vue du commandement? L'armée française, et comme l'armée prussienne d'ailleurs, elle est structurée comme ça l'était à l'époque de Napoléon Ier, c'est-à-dire que vous avez éventuellement plusieurs armées qui vont la composer. On va avoir une armée qui va se déployer autour de Metz, une autre autour de Strasbourg, avec à sa tête un général commandant en chef, l'empereur restant lui nominativement le commandant en chef de l'ensemble des forces armées françaises. Et puis à l'intérieur de ces armées, vous avez des structures avec corps d'armée, divisions, brigades, etc. Avec cette difficulté côté français à avoir des régiments qui sont en plein effectif à cause de la désorganisation dont on a parlé tout à l'heure pour mobiliser. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des régiments à effectif complet, on va les avoir avec 60-70% des effectifs qui vont être assemblés. Et donc, pareil, les régiments, alors vous avez de l'infanterie de ligne, vous avez des chasseurs à pied, etc. Donc de la cavalerie, de l'artillerie. Tout ça, c'est les structures qu'on avait déjà sous le Premier Empire. Les Allemands, c'est exactement la même chose. Le problème du côté français, c'est que Napoléon III et son autorité en tant que chef suprême, elle est absolument... c'est que sur le papier. Et d'ailleurs, très rapidement, presque à la mi-août, on va voir l'empereur se retirer finalement de ce commandement, le transmettre à ses officiers, à ses maréchaux, qui vont du coup pouvoir continuer d'en faire un peu qu'à leur tête plutôt que d'appliquer quelque chose qui soit cohérent militairement parlant. Alors que du côté allemand, le chef de guerre nominatif, bien évidemment, c'est le roi de Prusse, mais la réalité, c'est que le commandement, là, il est exercé par von Moltke, y compris sur les contingents alliés bavarois ou confédérés. Donc là, c'est beaucoup plus, encore une fois, cohérent et beaucoup plus efficace. Alors, est-ce qu'il y a des plans? Quels sont les plans d'engagement? Est-ce que
en particulier du côté français, on sait ce qu'on va faire. Alors, le problème du côté français, c'est qu'on a des plans qui sont là depuis 1868. Hein. On a un plan qui a été établi par Frossard en 1868, avec donc une concentration des troupes, etc., qui a été Alors, prévue de longue le date. général Frossard, qui est ministre de la guerre ou chef d'état-major ou l'équivalent? Au moment où il prend ces responsabilités-là, je ne sais plus quel est son titre, parce qu'au cours des combats, il va être réduit, entre guillemets, au rang de général de corps d'armée, mais je ne sais plus au moment où le plan est fait quel est le rôle qu'il a. Vous m'excuserez cette petite lacune. Mais en tout cas, il y a ce plan qui est là, qui va être celui qui va être finalement mis en place avec de grandes difficultés, mais ça n'empêche pas que l'empereur, lui, en juillet 1870, va concevoir lui aussi un plan qui est différent de celui de Frossard, alors qui lui est un plan stratégique, hein, puisque continental, hein, puisqu'il y a une composante bien évidemment de porter une partie de nos forces sur l'essentiel même de nos forces sur la frontière avec l'Allemagne, mais aussi de disposer de moyens et d'un corps expéditionnaire, et pas un petit corps expéditionnaire pour l'époque, d'environ 30 000 hommes qui doit débarquer sur les côtes nord de l'Allemagne pour prendre quelque part l'Allemagne à revers. Donc c'est quelque chose d'ambitieux, sauf que planifier quelque chose de ce niveau d'ambition le 11 juillet 1870 C'est un peu par court. rapport voilà, et c'est complètement illusoire. Ça peut pas se faire dans des délais qui sont aussi courts, alors que du coup, les Prussiens, eux, comme on l'a évoqué, vont rassembler rapidement et concentrer rapidement leurs moyens. Donc, on va finalement en rester à ce plan qu'a conçu Frossard en 1868, et on va se déployer en formation défensive au départ, avec l'idée on va porter le fer de l'autre côté du Rhin, notamment parce qu'on se dit qu'on va peut-être pouvoir du coup dissuader les États du sud de l'Allemagne et notamment la Bavière de se rallier à la cause prussienne, peut-être même provoquer l'entrée en guerre, sait-on jamais, de l'Autriche aux côtés de la France. Mais étant donné tous les retards qui vont s'accumuler de notre côté et la rapidité de la concentration des forces du côté allemand, eh bien, tout ça va rester simplement sur une concentration défensive et attentiste dès le début du mois d'août 1870. Et donc, à partir de ce mois d'août 70, les affrontements vont avoir lieu essentiellement sur les champs de bataille d'Alsace et de Lorraine, Oui. dans des régions qui plus tard vont devenir pour 40 ans allemandes. Quels vont être ces épisodes décisifs? Et puis, associé à cette question, puisqu'on n'en a pas parlé à l'occasion de la doctrine, vous écrivez dans votre livre qu'il y a deux facteurs importants pour le succès allemand, et je ne prononcerai pas les termes dans la langue de Goethe, parce qu'ils sont un peu compliqués, mais c'est d'une part, premier principe, la liberté d'initiative, laissée Oui. à tous les niveaux, et puis d'autre part, la recherche de la bataille décisive. Donc je reformule ma question. Quels sont les épisodes décisifs de cette campagne et est-ce qu'ils vont mettre en avant ces deux facteurs clés de la doctrine allemande? Alors, on va avoir trois phases hein, au cours du mois d'août et début septembre. La première phase, qu'on pourrait qualifier, sans empiéter sur l'historiographie de 1914, comme étant des batailles sur les frontières, hein, Wissembourg, la bataille de Spicheren, et puis même la bataille de Fröschwiller-Reichshofen, où là, on va avoir des combats très intenses. Hein. C'est vraiment des batailles où il y a plusieurs milliers d'hommes qui vont s'affronter, qui vont tout de suite montrer que, effectivement, du côté allemand, donc cette capacité de prendre des initiatives pour les officiers, donc le concept d'Auftragtaktik qui a été mis en place par von Moltke, qui a été conceptualisé par von Moltke à partir de 1864, qui est de dire qu'un officier sur le terrain, un officier général sur le terrain est capable tout seul d'identifier les nécessités de modifier les ordres en fonction de l'évolution de la situation. Donc là, on va voir ça à l'œuvre avec efficacité,
c'est-à-dire que les Allemands n'attendent pas le retour forcément du général d'armée qui se trouve parfois à plusieurs kilomètres du champ de bataille, même si avec le télégraphe on arrive à avoir des ordres assez rapidement. S'il y a une situation qui se fait jour de manière plus favorable ou défavorable, ils vont être capables d'y réagir beaucoup plus facilement que du côté français. La bataille de Spicheren, où les Français occupent des positions absolument merveilleuses, notamment le Rodberg, dont j'ai fait l'ascension pour me rendre compte de ce que ça représentait pour les Allemands de le gravir. On aurait pu, même avec des moyens inférieurs en nombre, en profiter pour les arrêter longtemps si nos officiers généraux avaient été capables de faire preuve du même esprit d'initiative, ce qui n'était absolument pas le cas. Donc, à chaque fois dans ces combats-là, on va voir toute l'efficacité défensive de l'armée française avec ses chassepôts. Je rappelle que l'armée française, avec ce fusil, est capable de délivrer un mur de feu efficace à environ 400-500 mètres de ses positions. C'est quelque chose d'absolument phénoménal. Donc, les Français étant en défense et sur des positions généralement avantageuses, les Allemands ont beaucoup de mal à les conquérir, mais leur réactivité en termes de commandement permet facilement l'acheminement de renforts, de réactivité, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et donc, toutes ces belles opportunités tactiques, les Français les gâchent, et ça permet finalement aux Allemands d'emporter ces 3 batailles, au cours desquelles, donc il y a cet épisode à Wreuschwiller avec la charge des cuirassiers à Reichshoffen, où notre cavalerie, contrairement à ce qu'on a pu raconter longtemps en disant « Regardez, ces idiots, ils ont chargé pour rien », ils ont chargé pour se sacrifier, pour couvrir la retraite de l'ensemble du dispositif français. C'est une charge sacrificielle. Alors certes, ça fait toujours du mal, mais c'est pas, on n'a pas bêtement chargé pour le plaisir de charger. On a chargé pour permettre au reste de l'armée de se dégager. Il y avait donc un intérêt tactique réel. Et donc du côté allemand, on va voir ensuite une autre phase qui est la phase de gestion de l'ensemble des armées qui sont articulées par von Moltke pour se concentrer contre les forces françaises et qui va aboutir, cette gestion très efficace de l'ensemble des forces allemandes, à nous nasser autour de Metz. Et où là encore, on va avoir 3 batailles, Borny, alors on va l'appeler Mars-la-Tour en français, et puis ensuite Saint-Privat, puisque les noms peuvent changer après en fonction de l'historiographie entre les Français et les Allemands. Et au cours de ces 3 batailles, on va encore voir la supériorité tactique défensive des Français qui va céder finalement à chaque fois parce que les officiers sont incapables de réagir correctement et de se coordonner correctement, alors que de l'autre côté, les Allemands continuent, les Prussiens et les Allemands continuent d'utiliser la Auftragtaktik pour répondre immédiatement à des évolutions de situation, et puis avec ce grand état-major de coordonner leurs mouvements. Néanmoins, dans ces phases-là, on va avoir certains officiers généraux allemands, et notamment le fameux Steinmetz, qui vont montrer toutes les limites de la Auftragtaktik, c'est-à-dire que dans certains cas, ce général qui est un héritier du maréchal von Blücher, le fameux maréchal Verwartz en avant, lui va utiliser à tort et à travers la Auftragtaktik pour interpréter à sa façon les ordres, les grandes directives générales données par Moltke, et ça va conduire à des hécatombes. Et d'ailleurs, ça a donné un terme en français qui est devenu une expression idiomatique, c'est qu'à Gravelotte, eh bien, il va sacrifier une partie de ses forces pour conquérir des positions qui sont absolument imprenables. Et c'est là que dans la langue française va rentrer l'expression « ça tombe comme à Gravelotte » parce qu'on va décimer les rangs de l'armée allemande, parce que ce type a lancé ses forces en préférant sa gloire personnelle et puis une interprétation complètement erronée de la situation pour modifier les ordres qu'il avait reçus de von Moltke. Et donc à mi-août 1870, Metz, enfin le camp de Metz est cerné, c'est-à-dire presque l'essentiel de l'armée française, et il ne reste plus que ce qu'on va appeler l'armée de Châlons, celle commandée par MacMahon. C'est ça. Et donc, la guerre risque alors de se porter de la Lorraine vers la Champagne, et ce faisant, les portes de Paris sont ouvertes. Et donc, que va faire Napoléon III à ce moment, et pourquoi le retrouve-t-on à Sedan ?
Alors, ce qui est particulier, c'est qu'avant que se déclenchent les batailles 2 et 3 autour de Metz, Mars-la-Tour et Saint-Privat, l'empereur va abandonner son commandement opérationnel à Bazaine. Donc ça, c'est déjà, voilà, on va expliquer un petit peu, c'est parce que Napoléon III est souffrant, il a des problèmes de colique néphrétique, si ma mémoire est bonne, qui sont absolument il dit de la colossaux, pierre, oui. maladie de la pierre, et donc il est incapable de pouvoir maintenir un commandement efficace, ne serait-ce que pour des questions physiques. Le problème qui se pose, et là on en vient à ce que je disais tout à l'heure sur la fragilité du régime et qu'on occulte souvent, c'est les rapports entre l'armée et le gouvernement de régence de l'impératrice et du ministre de la Alors Défense, juste, Sylvain, un auditeur posait la question, et ça vient au moment où vous évoquez la question de l'impératrice. Quelqu'un me demande, est-il exact que l'impératrice Eugénie a pris l'ultime décision de déclenchement du conflit en raison de la maladie de l'empereur ? Alors, elle n'est peut-être pas responsable du déclenchement, mais en tout cas, après, elle va quand même intervenir dans, peut-être pas la conduite des opérations, mais elle va être un élément important à prendre en compte quand on évoque ces événements d'août 70. Ah oui, et là, justement, elle va jouer un rôle très important en empêchant l'armée de MacMahon de se replier sur ses voies légitimes d'un point de vue militaire et politique, enfin militaire, pardon, pas politique, c'est de se replier prudemment sur Paris. C'est-à-dire que on va lui dire, l'impératrice va insister pour qu'à chaque fois, l'armée de MacMahon, dans laquelle l'empereur est toujours présent, puisqu'il a quitté le dispositif de Metz juste avant la bataille de Mars-la-Tour, pour éviter une éventuelle capture. Et on est avec l'impératrice qui dit, voilà, vous restez là-bas de telle sorte à essayer de donner la main à Bazaine qui va sans aucun doute tenter une sortie. Alors, et c'est vrai que Bazaine aurait dû tenter une sortie, vu les moyens monumentaux qui étaient à sa disposition, par rapport aux moyens mis en place par les Prussiens et les Allemands pour investir et fermer la place de Metz, qui avait tout à fait de quoi passer. Mais là encore, on voit que Bazaine, à l'inverse d'un officier allemand du même niveau, va prendre aucune initiative, probablement parce qu'il a un agenda politique. Je renvoie au livre d'Alain Gutmann sur cette question, et qui justifieront ensuite sa qualification de traître. Mais l'impératrice, avec Trochu, qui est vraiment, c'est un duo infernal, vont empêcher MacMahon de poursuivre une stratégie efficace de repli rétrograde vers Paris pour s'appuyer sur l'effort, pour s'appuyer sur les troupes qui sont mobilisées et qui continuent de s'agglutiner dans Paris, sur la garde nationale, pour l'obliger à faire cette espèce de parcours complètement fou qui aurait permis, en passant au nord des positions allemandes, de se rabattre ensuite sur Metz et ensuite de redonner la main à Bazaine et de concentrer toute l'armée française au même endroit. Quelque chose de complètement fou d'un point de vue militaire, sans aucune chance d'aboutir. Surtout en imaginant que Bazaine ne fera absolument rien pour sortir de cet investissement. Donc oui, l'impératrice et Trochu vont peser énormément dans la décision dans la conduite des opérations par MacMahon, et jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand l'armée impériale va se retrouver nassée autour de Sedan, même là, alors qu'on a des moyens encore d'évacuer autre part qu'en Belgique pour y être interné, il y a encore des moyens tactiques au dernier moment, notamment le 31 août, pour que les Français puissent évacuer l'investissement du secteur de Sedan par l'armée prussienne, eh bien, on a un officier français qui sort une directive qu'il a ramenée avec les renforts et qui émane de l'impératrice et de Trochu et qui dit non, il faut rester là, il faut se battre et mourir ici, alors qu'on avait encore un moyen d'évacuer tout ou partie de l'armée de MacMahon. Voilà, donc ça ne pouvait malheureusement pas, avec une telle direction politique, se terminer mieux que ça ne s'est terminé. Alors, je ne sais pas si vous l'évoquez dans votre ouvrage, mais on peut quand même se poser la question de l'absence de système fortifié en France. À cette époque-là, on a fortifié en 1840, où on a refortifié Paris, mais entre Paris et les frontières de l'Est, il n'existe pas apparemment de places fortes sur lesquelles on pourrait justement conduire une manœuvre de retraite
qui aurait pu s'appuyer sur un certain nombre de places. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que entre les frontières de l'Est et Paris, entre la Champagne et Paris, finalement, la capitale est quasi ville ouverte. C'est sûr qu'une fois que vous avez franchi la ceinture fortifiée de Metz, oui, c'est un peu le problème, hein. Vous avez une autre place forte qui tiendra aussi un rôle crucial dans la période républicaine, qui est Belfort. Mais disons que une fois les frontières et leurs environs immédiats sont conquis, entre la Lorraine et l'Île-de-France, là, effectivement, vous n'avez plus rien pour arrêter. Puisque même le camp de Châlons n'est pas du tout fortifié, hein, à titre tout à fait exemplaire. C'est une espèce de gigantesque dépôt, camp d'entraînement, d'instruction, etc., de manœuvre, mais vous n'avez aucune fortification sur lesquelles vous appuyez sur cette zone-là, effectivement. Alors, Après, il faut attendre Paris. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, vous nous parliez de la liberté de manœuvre ou d'initiative laissée aux officiers allemands, qui était un des grands principes de leur doctrine. Nous parlions aussi de la recherche de la bataille décisive. Est-ce qu'ils vont la rechercher ? Est-ce qu'elle va vraiment avoir lieu, cette bataille décisive ? Et si elle n'a pas lieu, n'est-ce pas une faute stratégique, puisque après les armées impériales vont succéder les armées du gouvernement de défense nationale, qui vont quand même occasionner quelques soucis aux armées prussiennes et allemandes. Alors là, c'est le point le plus intéressant à mes yeux de ce conflit par rapport à la pensée militaire allemande. On nous sert encore même aujourd'hui comme étant le nec plus ultra de la pensée militaire de toute l'humanité, au détriment de la pensée soviétique. Le problème, c'est que donc les Allemands, les Prussiens sont obsédés par la bataille décisive depuis le roi Sergent et surtout depuis Frédéric II, à cause de leur situation stratégique. C'est-à-dire que, et là ça va parler à nos auditeurs, la situation du royaume de Prusse naissant au milieu du XVIIIe siècle, c'est la situation d'Israël aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un État microscopique qui est au milieu d'une marée d'adversaires, hein, l'Autriche, la Russie, la France, etc., et qui a des moyens humains qui sont très faibles par rapport à tous ces adversaires, et qui a donc besoin de pouvoir se garantir de leur porter des coups décisifs rapidement pour ne pas se laisser entraîner dans une guerre prolongée. Et c'est l'outil que va forger Frédéric II. Sauf que Frédéric II, de bataille décisive, on va nous faire croire, et les Prussiens vont s'en convaincre qu'il en a réussi une, qui est la bataille de Leuthen, hein, en 1757, qui sert de modèle à tous les penseurs militaires prussiens. On va nous dire que c'est la répétition, hein, parce que les Prussiens sont obsédés par une bataille qu'ils pensent décisive. Alors ça, on ne sait pas très bien pourquoi, parce que leur modèle, c'est la bataille de Cannae, où Hannibal a été capable de détruire les légions romaines lors de la Deuxième Guerre punique. Or, cette bataille de Cannae est tout sauf décisive, puisqu'à la fin, c'est les Romains qui, quand même, ont gagné la guerre punique. Enfin, cette guerre-là, comme les autres. Mais pourtant, pour eux, ce double encerclement, etc., ils sont subjugués par cette histoire. Et donc, Moltke, lui, comme ses prédécesseurs et comme ses successeurs, jusqu'à 1945, sont tous obsédés par ce complexe de la bataille décisive. Or, s'il y a bien une chose qui est tombée dans les oubliettes, au-delà de ce qu'a montré la Révolution, les guerres de l'Empire, et puis même la guerre de 7 ans, enfin, des vraies batailles décisives, finalement, dans l'histoire, on a beaucoup de mal à en trouver, hein, et c'est plutôt dans les périodes antiques, quand les moyens militaires des belligérants sont limités, eh bien, ils vont continuer de magnifier cette idée que, bon, alors il en faut peut-être pas une, mais 2 ou 3, ça suffira, et une fois qu'on aura battu l'armée impériale, eh bien, ma foi, en plus, alors là, on bat l'armée impériale, on capture l'empereur, donc le chef d'État, bon, bah, c'est fini, c'est plié. Et non, parce que la capacité de mener une guerre par un État ne se limite plus à son armée. C'est-à-dire qu'autrefois, vous pouviez vous dire, bon, bah voilà, ils n'ont plus rien pour se défendre, c'est terminé, ils vont demander la paix et on pourra obtenir les conditions qui nous conviennent. Et là, Axel veut intervenir. Oui, justement, au sujet de cette bataille décisive, on peut se poser la question de quel est l'intérêt d'une bataille décisive et au bout de compte, qu'est-ce qu'on fait après ? Et quelle était en 1870 justement la vision des Prussiens ? Qu'est-ce qu'ils auraient voulu
obtenir concrètement? Est-ce qu'ils avaient déjà dans l'idée de s'emparer d'une partie du territoire national, ou est-ce que c'est venu plus tard? Enfin, quel était leur objectif, l'objectif stratégique des Prussiens? Est-ce qu'il y a un but de guerre? Un but de guerre? Le but de guerre, tel que moi je l'identifie, il est double. Contraindre à l'unité allemande, parce qu'il y a l'objectif d'abord pour soi, avant de passer à contre soi. L'objectif pour soi, c'est de convaincre donc les derniers récalcitrants parmi les États allemands et notamment les catholiques bavarois de rallier ce grand espace politique et donc de créer un Reich, de recréer le fameux empire de Charlemagne. Et ensuite, bien évidemment, il y a cette phase de conquête, puisque qui parle du Reich parle du rattachement des terres germaniques à l'intérieur. Donc, automatiquement, l'Alsace-Moselle est désignée d'office. Et pour les Allemands, il suffit, puisqu'ils ont une pensée, n'oublions pas la phrase du XVIIIe siècle, la Prusse, c'est quoi? C'est une armée qu'occupe un État. Donc, c'est ce que disent tous les gens au XVIIIe siècle, de l'armée de Frédéric II et du royaume de Prusse. Donc, pour eux, ils sont dans l'idée, on a battu Napoléon à Waterloo, la France a cessé les combats. Donc là, si on bat l'armée impériale en 3-4 grandes batailles et qu'en plus Napoléon III abdique, se rend, etc., voilà, les Français vont demander la paix. Et c'est mal comprendre ce qui est devenu la guerre. C'est mal comprendre que justement, puisqu'on parlait de force morale tout à l'heure, c'est bien montrer que là, on dépasse le cadre simplement, c'est l'armée qui fait l'État, la défense, etc. Non, les Français, depuis la Révolution de 1789, ont montré que l'armée, étant donné que c'est l'émanation du peuple français, ça ne suffit pas de battre une frange de l'armée française pour se dire « j'ai battu le peuple français ». Et c'est là que la Troisième République va surgir et surprendre. C'est ce que j'ai fait écrire en 4e de couverture du livre. Cette guerre, c'est-à-dire sa continuation après la bataille de Sedan, nous a tellement étonnés que la question posée devait être étudiée de longues années. Voilà, c'est-à-dire que pour les Prussiens, l'état-major prussien, ça a été une énorme surprise. On vous a battu, vous n'avez plus de force militaire majeure, et pourtant, vous continuez la guerre. Alors Sylvain, je crois que dans votre livre, il y a une illustration qui représente le trio, l'empereur, Bismarck et Moltke. Dans ce trio étroitement lié, vous venez de nous dire que finalement Moltke, d'une certaine façon, l'emporte sur Bismarck, alors que dans la compréhension normale, l'homme qui est d'abord à la manœuvre, c'est Bismarck. Est-ce que dans votre propos, il n'y a pas déjà l'idée que le grand état-major échappe à ceux qui l'ont créé et va devenir, et ça va concerner toute l'histoire allemande jusqu'en 1945, ou presque, le grand état-major allemand va devenir un État dans l'État et va imposer ses buts aux politiques. Ce qui expliquera peut-être plus tard que Bismarck va quitter le pouvoir. Est-ce que dans votre propos, il y a l'idée que vraiment est d'abord à la manœuvre ce qu'on a appelé plus tard le militarisme prussien? Il y a effectivement indéniablement les germes de ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire qu'on va voir comment, à l'exception de Bismarck, ce grand état-major va mettre peu à peu le politique sur la touche et imposer ses vues aux politiques. Ça, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre sur la bataille de la Marne. Il faut considérer, par exemple, quelque chose qui est très choquant, c'est que c'est le grand état-major en 1911 qui va définitivement rejeter la problématique de la neutralité belge au niveau politique, avec l'exécution du plan Schlieffen-Moltke, en disant non, on n'en a rien à faire des considérations politiques liées à la violation de la neutralité belge. On fera avec. Oui, et pour avancer un petit peu dans le temps, dans l'histoire, on verra que peut-être la manière qu'a eu Hitler de mener la guerre a été en permanence de vouloir prendre la revanche un petit peu du pouvoir politique vis-à-vis du grand état-major allemand. Ah, tout à fait, tout à fait. Et alors là, le cas qu'il faut étudier et réétudier sans cesse, c'est la gestation, l'exécution de Barbarossa. C'est-à-dire que là, on voit les antagonismes que vous venez d'évoquer entre Hitler et le grand état-major de la Wehrmacht par rapport à Barbarossa, où Hitler a des vraies vues politiques,
puisque c'est son rôle en tant que chef d'État, et puis où l'état-major, lui, a ses vues à lui, qui sont des mésinterprétations des objectifs politiques que peut atteindre la Wehrmacht. Parce que là encore, ce qu'il ne faut jamais oublier de souligner, c'est que toute cette histoire d'excellence allemande qui se limite à la tactique, il faut le rappeler, là-dessus, oui, effectivement, ils ont des savoir-faire uniques. Mais en ce qui concerne la stratégie, alors l'art opératif, n'en parlons même pas, eh bien, ils sont complètement à la ramasse par rapport à ce que le politique leur demande de faire. Eh bien, écoutez, Sylvain, nous avons encore quelques minutes, mais des interventions d'auditeurs ou d'auditrices m'amènent à vous soumettre leurs questions ou leurs observations. Alors d'abord, il y a un grand bravo qui vous est adressé. Alors là, c'est pas pour l'émission, mais c'est pour votre bulletin sur YouTube que je recommande à nos auditeurs, La Veille stratégique, qui est donc recommandé par un de nos auditeurs. Donc il y avait une question sur le rôle de l'impératrice Eugénie à laquelle vous avez répondu. Il y a quelqu'un qui vient de nous dire « Messieurs, bonjour, émission très intéressante ». Alors, ça pourrait résumer l'émission. Une question, s'il vous plaît. En gros, cette guerre de 1870 n'était-elle pas la guerre à ne pas perdre ? Alors, c'est vrai que quand on voit ce qu'il en a résulté, il lui aurait mieux valu la gagner. Mais voilà, ça c'est une question qui supposerait une autre émission, mais je crois que voilà, il y a eu 2 guerres mondiales qui peuvent être ses conséquences. Mais vous, quel est votre... c'est à vous de répondre. N'était-elle pas la guerre à ne pas perdre ? Ah si, c'est clair. Alors, en début d'émission, vous avez dit à quel point elle était la mère des 2 guerres mondiales. C'est une évidence. Ça, il n'y a pas un historien sérieux qui vous dira qu'il n'y a pas eu... Alors, c'est sûr, l'historiographie militaire aujourd'hui est plutôt anglo-américaine, donc les considérations franco-allemandes sont des fois un peu passées sous silence, mais la réalité pour nous, Français, et pour le peuple allemand, c'est que c'est la matrice des 2 guerres mondiales. Donc, il aurait effectivement fallu la gagner, mais il aurait fallu pour cela qu'on ait un outil politico-militaire, et quand je dis politico-militaire, c'est-à-dire de décision et d'exécution stratégique qui soit à la hauteur de l'enjeu. Or, nous ne l'avions pas. Alors, vous voyez, cette observation que vous faites, elle va dans le sens d'une intervention d'une fidèle auditrice de la région de Limoges, qui nous dit, si je comprends bien, la France est toujours en guerre, est toujours en retard d'une guerre. Bon, elle nous remercie. Belle émission, hélas, dans sa réalité réelle et triste vérité. Alors, de cette question-là, en surgit une autre à 3 ou 4 minutes de la fin de cette émission. Quels enseignements de cette guerre d'il y a plus de 150 ans pour aujourd'hui ? Alors, pour aujourd'hui, c'est ce qu'ont démontré nos chers camarades des plateaux télé, des galonnés des plateaux télé. Étoilés, oui, pardon, oui, étoilés et galonnés, oui, vous avez raison. C'est de démontrer que c'est bien beau d'avoir qui, pour les uns, fait des opérations extérieures au Mali, qui, pour les autres, sous l'égide de l'ONU, etc. C'est un peu comme notre armée d'Afrique qui avait effectivement été capable de se battre contre les différentes révoltes et des fois très virulentes au Maghreb, mais c'est pas s'affronter au meilleur outil militaire du monde. Et surtout au meilleur. Alors quand je dis meilleur, c'est le meilleur par rapport aux autres. C'est pas dans un absolu. Je tiens à le préciser parce que bien évidemment, on l'a démontré, l'outil militaire prussien avait ses limites. Mais c'est de dire voilà, il faut toujours se mettre au diapason de ce qu'il y a de mieux face à vous. Et il faut surtout ne jamais sous-estimer l'autre, rejeter ses capacités. Et là, ce qu'on vient de voir ces 3 dernières années, c'est que tout l'Occident et donc les galonnés, les étoilés des plateaux télé nous démontraient encore une fois qu'ils n'avaient rien compris à tout ça parce qu'ils traitent la Russie, son état-major et son armée comme on a pu traiter l'armée prussienne en 1870 avant le déclenchement de la guerre. Voilà. Alors est-ce qu'il nous reste maintenant 2 minutes ? On n'a pas évoqué la question du renseignement, mais d'après les rapports qui étaient faits par l'attaché militaire à Berlin à Napoléon III, il semble que l'exécutif ait quand même été au courant de l'état de la force prussienne. Est-ce que vous me confirmez ou pas ? Que savait-on à Paris de l'état de l'armée prussienne ?
On était tout à fait au courant de leurs forces. On les avait déjà vus de toute façon à l'œuvre en 1864 contre le Danemark et en 1866 contre l'Autriche. Simplement, on s'est aveuglé en se disant oui, mais nous aussi, on en a fait autant. Hein, on n'avait pas compris. C'est-à-dire que on avait vu les réformes, on avait vu, je dirais, les aspects numériques, comptables. On n'avait pas vu l'aspect de la pensée militaire, parce que ça, c'est très difficile à quantifier et c'est surtout très difficile à apprécier si vous ne lisez pas, si vous n'essayez pas de faire un travail intellectuel. Et c'est tout le problème auquel on se confronte aujourd'hui à l'égard de l'armée russe, c'est de ne pas réfléchir, de ne pas penser et de ne pas lire. Eh bien, Voilà. écoutez, Sylvain, nous allons être obligés de clore cette émission. Encore merci d'avoir évoqué à notre antenne votre ouvrage « La débâcle du Second Empire », août-septembre 70 à l'EM Édite, un ouvrage qui vient de sortir, qui fait en une petite centaine de pages le tour de la question, de telle façon que quand on sort de la lecture, on a compris l'essentiel de cette guerre qui, vous en conviendrez, est effectivement la matrice de bien des tragédies du XXe siècle. Et au-delà, votre livre nous incite à la réflexion sur la nature de la guerre, sur sa conduite, et nous oblige donc à faire effort et à faire preuve d'intelligence. Merci, cher Sylvain Ferreira. Merci à vous.